Légère accalmie sur le front des incendies dans le Midi. Les méthodes de prévention à nouveau en question. Italie, Bettino Craxi devient le premier président du Conseil socialiste de la République en formant un gouvernement de coalition dominé par la démocratie chrétienne. Le rapport des médiateurs sur le fonctionnement des hôpitaux publics et les carrières médicales, des recommandations pour améliorer encore le système de santé. Madame, Monsieur, bonsoir. Léger soulagement ce soir en Corse et en Provence où les incendies qui ont fait rage hier ont pu aujourd'hui être contenus. Des incendies favorisés jusqu'ici par le Mistral qui s'est un peu calmé et dont l'origine criminelle ne fait aucun doute, surtout en Corse. Dominique Thiers. En 90 minutes, le feu a parcouru la nuit dernière 500 hectares dans une des régions les plus touristiques de la Corse, Porto Vecchio et Sainte-Lucie. 15 foyers brûlaient simultanément, encerclant des campings, des villages de vacances et des habitations. Près de 1000 personnes n'ont dû leur salut qu'en se précipitant à l'eau. Elles ont été recueillies tard cette nuit par un bâtiment de la Marine nationale et par le bateau des douanes. Épuisés, les rescapés ont tous été surpris par la rapidité de la propagation des flammes. On avait vu un incendie au lointain, mon Dieu, ça semblait pas terrible. Enfin, ça a pris. Puis alors il y avait des tornades de vent. Et puis alors après ça a été très vite. On a commencé malgré tout à mettre de l'eau sur les murs, etc. Moi j'ai préparé une petite valise. Et puis tout d'un coup on a entendu allez, il faut évacuer, on est parti. Le temps, mais alors le temps d'arriver à la plage, les flammes arrivaient, ça a été vraiment épouvantable. La municipalité a dû reloger près de 5000 personnes. Toutes leurs affaires personnelles ont disparu dans les flammes. Les services de sécurité civile ont distribué des couvertures, des médicaments et de la nourriture. 3 pompiers et un touriste ont été blessés et hospitalisés. Ce matin, la région de Porto Vecchio était déserte, entièrement calcinée. 9 maisons ont entièrement été détruites, 8 partiellement, 50 bungalows, une centaine de tentes et 50 véhicules ont brûlé. Ce soir, la gendarmerie recherche toujours une jeune fille de 15 ans, Frédéric Boissy. Elle a disparu dans l'incendie de Sainte-Lucie il y a 24 heures. Les pompiers ont à présent maîtrisé la quasi-totalité des sinistres dans le Midi de la France. Ils sont aussi persuadés que 80% des incendies sont d'origine criminelle. Crime écologique, mais de plus aujourd'hui, catastrophe économique. 2 foyers d'incendie restent vivaces dans la Drôme et en Lozère et un nouveau foyer vient d'éclater dans le Gard. Dans les Bouches-du-Rhône, 2 suspects ont été interpellés aujourd'hui après l'incendie dans la région de Pépin. Comme tous les ans, les appels réitérés à la prudence n'entament en rien l'inconscience des pyromanes. Comment concilier la protection de l'environnement et toutes les activités liées à la mer et au tourisme sur le littoral? Une vaste consultation nationale dans ce sens va être conduite à l'initiative du secrétaire d'État à la mer auprès des collectivités, des organisations professionnelles et des associations écologistes. Le but est d'aboutir l'an prochain à un projet de loi sur le littoral. Un peu plus de 3 mois après avoir été chargé par le gouvernement de trouver une issue à la longue grève des étudiants en médecine et des chefs de clinique, les médiateurs nommés par le Premier ministre ont rendu aujourd'hui leur rapport sur l'autre volet de leur mission, l'examen du système hospitalier français et les réformes souhaitables pour en améliorer le fonctionnement. Lucie Soboul. Le mai dernier, internes et chefs de clinique suspendent leur grève, la plus longue et la plus dure qu'ait jamais connue le milieu hospitalier. Le mouvement durait depuis 1 mois et demi en protestation contre le projet de loi de réforme hospitalière. Au-delà des revendications catégorielles, le désaccord portait sur la formation des spécialistes et les carrières à l'hôpital. Fin avril, 5 médiateurs étaient nommés par le gouvernement pour rechercher les bases d'un accord, tandis que Pierre Mauroy s'engageait personnellement sur une série de propositions répondant aux revendications des grévistes. Ces 2 éléments débloquaient le conflit. Le Premier ministre avait aussi demandé aux médiateurs de réfléchir sur notre système de soins. Leur verdict est sévère, anarchie, gaspillage et désordre le caractérisent. À l'origine de la crise actuelle, l'augmentation du nombre des médecins et l'inflation des dépenses de santé. Premier point abordé, les hôpitaux. Leur fonctionnement devra être plus souple et plus efficace. Pour cela, il faut réduire le nombre de lits, concentrer les moyens techniques, introduire ingénieurs et techniciens dans l'hôpital, améliorer les relations entre le privé et le public.
Second point, les carrières à l'hôpital. Il faut d'urgence simplifier le système actuel. Un concours, 2 ans après la fin de l'internat, permettrait de devenir médecin des hôpitaux publics, soit dans un CHU, soit dans un hôpital général. Troisième point, la médecine extra-hospitalière. Les médiateurs suggèrent par exemple de rémunérer désormais les médecins de ville en fonction de leur formation. Quatrième point, l'enseignement et la recherche. Le rapport propose de renforcer la formation clinique des étudiants, d'adapter l'enseignement de la médecine générale, de relancer la recherche. Reste enfin l'augmentation constante des dépenses de santé. Pour les limiter, les médiateurs proposent de lutter contre les principales causes de maladies en France que sont l'alcool, le tabac, les accidents de la route. Des propositions qui nécessitent une politique de santé globale. Alors ce que nous avons tenté de faire, c'est d'introduire ces réformes sans modifier le système général de soins français qui est dans l'ensemble satisfaisant. Et parce que nous partions d'une constatation, on ne peut pas réformer la médecine contre les médecins. Et toute réforme doit être basée sur une adhésion profonde du corps médical français. C'est grâce à cette adhésion que l'on pourra arriver à maîtriser les dépenses de santé, ce qui est dans l'avenir absolument indispensable. L'intersyndicale des chefs de clinique réagit favorablement au rapport des médiateurs, qualifié de réaliste et de cohérent, quelques points de détail mis à part. Une information qui répond aux vœux du patronat. Le ministre de l'Industrie, Laurent Fabius, invité tout à l'heure d'Antenne de Midi, se dit prêt à mettre en place une commission paritaire pour étudier les aides aux entreprises et les transformer en allègement des charges. Un mot du dollar qui reste très ferme vis-à-vis des autres monnaies. La devise américaine a coté un peu plus de 8 francs aujourd'hui à Paris. Le franc, lui, continue de se montrer stable par rapport aux autres devises européennes. La torpeur du mois d'août alanguit la scène politique, animée pourtant aujourd'hui par les propos d'Olivier Stirn. Le député du Calvados, ancien ministre de Valéry Giscard d'Estaing, brigue la présidence du Parti radical détenu par Didier Bariani. Dans une lettre à tous les responsables radicaux où il justifie sa candidature, Olivier Stirn propose une autre ligne politique pour le Parti radical et prône ouvertement une coopération avec les socialistes. Les explications d'Olivier Stirn à Paul Amar. J'ai 2 règles de conduite. La première règle, c'est que je ne crois pas au succès, et cela se confirme tous les jours, de la coalition socialiste-communiste. Je n'y ai jamais cru et je n'y crois toujours pas. Je suis donc dans l'opposition à la ligne actuelle socialiste-communiste. Mais deuxième règle de conduite, je ne crois pas non plus au retour de l'ancienne majorité, qui d'ailleurs est divisée, n'est-ce pas, et qui de toute façon a une base qui serait trop étroite. Il faut à l'heure actuelle pour la France un consensus plus large puisque nous avons une crise économique qui se prolonge. Et donc je crois à la renaissance indispensable du radicalisme, c'est-à-dire un mouvement politique qui soit l'allié naturel des socialistes, et donc une coalition qui ait des socialistes au centre droit. Voilà mon objectif, et voilà pourquoi je veux que le Parti radical redevienne une grande formation politique française. N'est-ce pas utopique dans la mesure où la vie politique actuelle est dominée par ces 2 blocs qui s'affrontent? Ne rêvez-vous pas? Non, pas du tout, parce que maintenant il n'y a plus le mythe de la gauche. Et donc il y a beaucoup de gens de gauche qui disent au fond ça serait mieux d'être allié au centre, et il y a beaucoup de gens qui sont au centre droit qui disent ça serait bien mieux d'être allié aux socialistes. Donc les conditions sont réunies, et puis il va y avoir un changement très important, c'est l'introduction de la proportionnelle aux élections législatives. À la proportionnelle, les radicaux, qu'ils soient de gauche ou valloisiens, réunifiés sur une liste, ils ont beaucoup d'élus. Ça change tout, et mon ambition c'est de refaire un groupe radical d'au moins 30 élus, c'est-à-dire un groupe politique à l'Assemblée nationale qui compte et qui puisse peser sur la vie politique française. Il faut que le radicalisme change de braquet. Ses chances de revivre, c'est-à-dire un parti de gauche libéral, sont aujourd'hui très grandes. Concrètement, qu'est-ce qui vous fait croire à une alliance possible entre socialistes et radicaux? Avez-vous des contacts avec des socialistes ou des radicaux de gauche? En tant qu'homme politique, j'en ai naturellement. Et je vois que sur beaucoup de sujets, nous sommes d'accord. Nous le sommes sur la défense, nous le sommes sur la construction européenne, nous le sommes sur la nécessité de l'effort social. Alors bien sûr, sur le plan économique, il y a des divergences encore, mais petit à petit, les socialistes évolueront. Ils voient bien que leur alliance avec les communistes, que l'excès de ce qu'on appelle le marxisme, en déformant d'ailleurs un peu, ne produit pas de bons résultats sur le plan économique. Ils vont donc continuer d'évoluer. Et quand ils auront complètement évolué, eux comme les Français se rendront compte que ce qu'il faut pour notre pays aujourd'hui, c'est la réconciliation et non pas la rupture entre un groupe et un autre qui forcément dans une période de crise est néfaste à l'ensemble national.
Le président d'honneur du Parti radical socialiste, Gabriel Péronnet, approuve par ailleurs dans Le Monde l'idée d'une relance du centre-gauche défendue par le ministre émergé Michel Crépeau. Nouvelles escarmouches à Levallois-Perret entre le maire RPR, Patrick Balkany, et les organisations syndicales qu'il veut expulser des locaux de la Bourse du Travail. Une manifestation a rassemblé cet après-midi des militants CGT et CFDT. L'affaire Jean Pézieux. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté cet après-midi à l'appel des syndicats pour protester contre les incidents qui ont eu lieu l'autre nuit. 2 syndicalistes expulsés de la Bourse du Travail. En remplaçant la municipalité de gauche, ce sont des changements musclés qu'a apporté l'équipe Balkany, comme la mise sur pied d'une police municipale de 30 personnes. Autre symbole, le parc Allende, débaptisé en parc de la mairie. Et puis, la nouvelle équipe s'en prend aux cadres municipaux, communistes et cégétistes. Quelques-uns sont congédiés, plusieurs démissionnent. Enfin, Patrick Balkany demande aux syndicats de quitter la Bourse du Travail, refus des syndicats. Alors, à 4 heures, l'autre nuit, 10 hommes entrent dans la bourse et enlèvent les 2 syndicalistes qui montaient la garde. Des policiers municipaux arrivent, semble-t-il, trop tard. La police nationale, elle, rend la bourse aux syndicats qui qualifient leurs agresseurs. C'est clair comme de l'eau de roche pour nous. Hein. Pour la bonne raison, tout d'abord, que nous avions fermé la porte à clé. Ni ma camarade, ni moi, ni le concierge l'a ouvert ce matin à 4h30. Or, la municipalité avait fait changer la serrure la journée précédente. Donc la municipalité avait la clé et lorsqu'on a été évacué, on a vu la police municipale qui était présente, y compris avec des nerfs de bœuf, enfin, des choses de ce type. C'est grave ce que vous dites. Comment? C'est grave ce que vous dites. C'est grave, mais je le maintiens. Ce matin, j'ai fait une déclaration à la police, j'ai porté plainte et je suis prêt, y compris à identifier mes agresseurs. C'est faux, répond Patrick Balkany, qui accuse les syndicats de provocation et rappelle que son action s'inscrit dans le cadre du programme politique pour lequel il a été élu en mars dernier. Pas forcément une politique qui plaise aux membres de la CGT et aux membres du Parti communiste. Mais croyez-vous réellement que les Levalloisiens m'ont élu après 18 ans de communisme à Levallois pour faire exactement la même politique? Je ne le crois pas. Vous savez, cette bourse du travail, nous en avons véritablement besoin. Nous avons besoin de ces locaux pour loger les services techniques, et quant aux gens qui sont dedans, je trouve qu'ils abusent véritablement de la situation, puisque la CGT à elle toute seule prend environ les 4/5 et des locaux et des subventions, et se sert plus de cette bourse du travail pour faire de la politique à l'encontre de la municipalité. Vous en faites aussi de la politique, vous? Écoutez, moi je ne fais pas de politique en prenant la bourse du travail pour les services techniques, c'est uniquement dans le but de mieux les loger. Pierre Bérégovoy a demandé une enquête au ministre de la Justice. Vous ne mesurez pas, écrit le ministre des Affaires sociales au maire de Levallois, à quel point l'opinion publique est attachée aux bourses du travail. Les incidents, par ailleurs, ont été condamnés par Gérard Dubus, responsable CDS de Levallois. Encore un incident dans une cité HLM de Noisy-le-Sec ce matin. 2 enfants ont été légèrement blessés par des coups de carabine à plomb. Les policiers n'ont pas encore retrouvé l'auteur de ces coups de carabine, mais dans leur perquisition à la cité du Londeau, ils ont trouvé des armes en abondance. Patrice Pelé. Depuis 3 ans, régulièrement, d'une fenêtre de cette tour, entre le 5e et le 10e étage, quelqu'un tire comme aujourd'hui, à 10h30. La cible de ce matin, un groupe d'enfants qui jouaient tranquillement au pied de l'immeuble. L'arme, une carabinière comprimée. Alors, est-ce que tu as été touché? À l'épaule gauche. Et moi, à la jambe gauche. Alors, le tireur, il était où dans cet immeuble-là? Dans cet immeuble ici, là, dans l'immeuble 3. Et à quel étage à peu près? Vers le 7 et le 9. Et c'est la première fois qu'on vous tire dessus dans cette cité? Oui, moi, ça fait la 2e fois, c'est tout. Après l'incident, la police perquisitionne. Chacun présente les armes qu'il possède, comme les martins. Ils affirment avoir de gros problèmes de voisinage. Ils ont pris leurs précautions. Alors, est-ce que vous êtes armés ici? Oui, nous sommes armés. Il y a... Mon mari a une carabine avec un revolver. Et puis mon mari enlève toujours je ne me rappelle jamais de son nom. La culasse pour pas que mon fils y touche ou quoi que ce soit. Mais elle est jamais chargée, quoi que ce soit. Hein. Vous pensez que c'est indispensable à l'heure actuelle d'avoir ce genre d'arme?
Il y a des gens qui prennent des chiens, ils préfèrent prendre des chiens, ça ils font ce qu'ils veulent, hein, mais vous savez, des fois, on prend une carabine, c'est pas pour tirer sur quelqu'un quoi que ce soit, mais c'est pour se sentir en sécurité ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment pour... c'est pas pour moi, je pourrais pas tirer sur quelqu'un quoi que ce soit, parce que j'aurais pas le courage. Hein. Plus de 10 millions de Français posséderaient des armes à feu, de la 22 long rifle au fusil de guerre clandestin. Chacun à sa manière se défend de vouloir s'en servir un jour. En 1982, on a vendu 175 000 armes de chasse et 90 000 carabines. Il est à noter pourtant que ces chiffres de vente sont en régression constante depuis 1975. Dans notre dernier journal à 23h15, un débat sur la réglementation des armes à feu, sa nécessité et ses limites, opposera le contrôleur général Collet, président de la commission interministérielle du classement des armes, au vice-président de la Chambre syndicale nationale de l'industrie de l'arme, Gérard Aloncle. Suite des sanctions après les manifestations de policiers de juin dernier, 2 policiers syndicalistes CGC ont été déclassés par le ministre de l'Intérieur. Inculpation à Bayonne dans le cadre de l'enquête sur les récents attentats anti-touristes au Pays basque français. Un militant présumé d'une organisation ottomaniste basque a été écroué. L'affaire illustre la précision accrue des contrôles aux frontières voulus par le gouvernement pour enrayer le flux des immigrants clandestins et pourtant elle repose sur une réglementation ancienne. Dimanche dernier à Calais, une quarantaine de personnes qui venaient d'Angleterre ont été refoulées par la police des frontières. Sylvie Marion. Quiproquo, malentendus, mauvaise foi, la presse britannique monte en épingle les mésaventures d'un couple de citoyens jamaïcains résidant en Angleterre, refoulés par 2 fois en 4 jours à la gare maritime de Calais. Lorline et Rupert Lewis ont d'abord été repoussés pendant le week-end avec une trentaine de ressortissants de l'ex-Commonwealth britannique. Ils ne possédaient qu'une identity card qui, malgré la consonance, n'est qu'une carte d'excursion délivrée par les agences de voyage aux citoyens britanniques, à ceux du Commonwealth et aux citoyens irlandais pour une excursion de 60 heures. Il faut dire qu'en Angleterre, la carte nationale d'identité n'existe pas. Monsieur et Madame Lewis sont revenus hier, suivis par la presse et la télé, et de nouveau les policiers ont exigé de ces citoyens de la Jamaïque, pays indépendant depuis 1962, un passeport et un visa, selon une réglementation française en vigueur en France depuis 1960. Not British, it's false. Jamaica is independent. It is not lied with accord with the British. Comment expliquer ça en anglais? C'est que for French people, Jamaica is not English. L'Angleterre a des accords. Vous comprenez le No, Jamaica is an independent country. Not female. L'Angleterre a des accords avec la Jamaïque, nous sommes d'accord, mais nous avons une réglementation en France qui vous est approuvée. Ce n'est pas moi qui impose la réglementation. Moi, la réglementation est faite par le gouvernement français, etc. La réglementation, nous, un Jamaïcain, c'est un État indépendant qui a un passeport, qui, au regard de la loi française, doit avoir un passeport et un visa. En vérité, ce qui a choqué les Britanniques le week-end dernier, c'est le refoulement de 40 personnes à la fois. Le ministère de l'Intérieur français a déclaré que le nombre important de personnes refoulées était proportionnel à l'affluence des touristes en cette période de l'année. Est-ce que c'est un petit peu lié avec la déclaration de Georgina Dufoy hier? Absolument pas. Le problème de l'identity card existe depuis déjà de nombreuses années. Disons qu'épisodiquement, il refait surface parce qu'à la faveur des vacances, il y a davantage de touristes qui veulent profiter de la traversée. Alors que doivent faire ces Britanniques qui veulent venir passer quelques heures en France? Ce sont des Britanniques, la question est simple, ils en justifient. Les autres aussi, il leur suffit de justifier de leur nationalité. S'ils ne sont pas britanniques, on leur demande tout simplement de présenter un passeport, quelquefois avec visa ou sans visa, en fonction du pays auquel ils appartiennent. La Grande-Bretagne souhaite rediscuter avec la France la convention sur les visites touristiques. À l'étranger, c'est le fait du jour et même du demi-siècle en Italie, puisque pour la première fois dans l'histoire de la République italienne, un socialiste est devenu aujourd'hui chef du gouvernement. Bettino Craxi, secrétaire général du Parti socialiste italien, a comme prévu formé un gouvernement de coalition qu'il a présenté ce matin au président Pertini. Un gouvernement de notables où les socialistes sont minoritaires et où la démocratie chrétienne domine largement. Plus que le Parti socialiste qui émet déjà des réserves, c'est Bettino Craxi qui, à 49 ans, accède au pouvoir. Philippe Arroy.
Si Bettino Craxi est effectivement le premier chef du gouvernement italien socialiste, cela ne veut pas dire pour autant que l'Italie a un gouvernement socialiste. Non, ce 44e gouvernement, comme les précédents, est une coalition dominée largement par la démocratie chrétienne qui détient 15 portefeuilles sur 30. Les 4 autres partis se partagent le reste, le PS n'a que 5 portefeuilles. On peut donc dire que Bettino Craxi ne pourra pas faire ce qu'il veut. Et pourtant, ce Bettino Craxi, quel tempérament! Cet intellectuel milanais de 49 ans est présenté comme un homme dur, renfermé et imprévisible, mais aussi loyal et courageux. Il a changé le visage du socialisme italien et n'a jamais caché qu'il courait pour le pouvoir. Il vient de réussir. On pourrait le définir encore comme un homme de gauche sans Marx, un social-démocrate ouvert à une cogestion avec un exécutif fort. C'est aussi un homme du nord de l'Italie, soucieux d'ordre et d'efficacité, qui se méfie des bouillonnements et des brouillonnements du sud, avec lequel il va bien falloir composer désormais. Bref, si le 44e gouvernement italien peut ressembler à tous les autres, la personnalité de son chef, le socialiste Bettino Craxi, lui donne sans aucun doute une originalité qui, à Rome, fait figure d'événement. Déjà une escarmouche au sein de ce gouvernement. Un ministre désigné du Parti social-démocrate a refusé son portefeuille juste avant de prêter serment. Encore des bombardements au Tchad, où l'aviation libyenne attaque maintenant l'est du pays et non plus seulement la ville de Faya-Largeau au nord. La Libye a officiellement demandé à l'OUA d'envoyer une commission d'enquête. Moscou, par le biais de l'agence de presse Novosti, accuse encore une fois la France de vouloir rétablir sa domination au Tchad. Au Chili, le général Pinochet jette un peu de lest. Les partis politiques non marxistes sont à nouveau autorisés au Chili. Ils étaient interdits depuis le coup d'État militaire de 1973. Le ministre français des Relations extérieures, Claude Cheysson, poursuit son périple en Amérique latine. Il est arrivé ce soir à Cuba après s'être rendu en Colombie et en Bolivie. La Bolivie, gros producteur de drogue, un pays avec lequel la France souhaite collaborer pour enrayer le trafic. Daniel Asquin. Sur les versants est de la cordillère des Andes, traversant la Bolivie, le Pérou, l'Équateur et la Colombie, la coca est cultivée à ciel ouvert, tout comme nous cultivons le tabac. La feuille de coca, entrant dans la consommation quotidienne des Andins comme stimulant ou coupe-faim, est ici parfaitement licite et il n'est pas rare que l'on vous offre par exemple une tisane préparée avec des feuilles de coca pour vous aider à supporter l'altitude. Seulement voilà, ces pays produisent 10 fois plus de coca qu'ils n'en ont besoin, et cette surproduction file très rapidement vers des laboratoires clandestins qui arrivent actuellement à fabriquer par an près de 200 tonnes de cocaïne. Aussi l'État bolivien vient-il de décider de stopper ce trafic avec l'aide de la Colombie, de l'Équateur, du Panama, du Pérou, du Venezuela. Il s'agit de mettre un terme à l'excès de production de coca dans les nations andines et éviter son détournement à des fins de trafic. Autre problème que devront résoudre les États andins, faire accepter à leurs paysans des cultures de substitution. En effet, les cultivateurs de coca considèrent pratiquement cette plante comme une divinité et la part de toutes les vertus du monde. En visite officielle à La Paz, M. Claude Cheysson devait déclarer lundi dernier que la France étudierait la possibilité de collaborer avec la Bolivie pour tenter de mettre fin à ce trafic de drogue. Le trafic et la consommation de cocaïne s'intensifient de façon dramatique en Europe, aux États-Unis, au Proche-Orient. La plaque tournante, la base de départ, est en Bogota. Commissaire Franquès, ce trafic de cocaïne est-il vraiment très important en France, par exemple ? Alors je pense qu'il faut élargir le débat à l'Europe, parce que la France toute seule ne représente rien. C'est l'Europe qu'il faut voir. Et si on s'en réfère aux dernières saisies les plus importantes, il y a quelques mois, il avait été saisi en quelques semaines 80 kilos de cocaïne pure, ce qui représente beaucoup de choses. Alors je pense qu'il y a un trafic qui est surtout en train de se mettre en place. La collaboration internationale des services de police est-elle
est-elle véritablement possible? Alors, s'agissant des pays d'Amérique du Sud, puis c'est ce dont il s'agit, c'est une collaboration qui est toute récente, qui s'est intensifiée depuis quelques mois, qui s'est d'abord mise en place et intensifiée depuis quelques mois. Et je m'aperçois en même temps que vous, à la suite de la visite des autorités dans ces pays-là, qu'on va vers un développement encore accru et je crois que c'est très souhaitable. En tout cas, pour l'instant, cette collaboration revêt deux aspects. Une collaboration au niveau de la formation, de l'échange de formation au niveau des personnels de police et au niveau opérationnel, et c'est surtout celui qui me préoccupe, c'est-à-dire l'échange de renseignements dynamiques pour arriver à résoudre des affaires et empêcher les réseaux de trafic de se mettre en place, comme c'est le cas en Amérique du Nord, où vous savez, le problème de la cocaïne a pris une acuité toute particulière. Près de 90 tonnes de cocaïne entrent chaque année aux États-Unis. D'abord réservée à la Jet Society, cette drogue s'est répandue très vite dans le grand public et le même phénomène guette aujourd'hui la France. La cocaïne, dopant en feu de paille, provoque des dommages graves comme l'effritement des cloisons nasales ou pire, des paranoïas et des psychoses graves. Un général américain aspergé par un député hostile à l'implantation dans son pays des euromissiles. La scène s'est passée hier en Allemagne fédérale, à Wiesbaden. Patricia Coste. Belle réception hier au Parlement de l'État de Hesse en Allemagne fédérale. Invités, les commandants américains des troupes stationnées dans la région. Parmi les autres, quelques députés verts qui se sont mis à distribuer des tracts dans un climat jusque-là bon enfant. Polis, les généraux américains ont lu les tracts. Puis le commandant en chef des forces américaines a commencé un petit discours. Mais regardez la main droite de ce jeune député vert et barbu. Un coup d'œil pour s'assurer que personne ne va le retenir. Il crie au général, « Ceci est votre sang ». Il a lancé un liquide rouge d'une petite fiole qu'il avait dans sa poche. Le jeune député voulait protester contre le stationnement prévu dans cette région d'Allemagne de nouvelles fusées américaines nucléaires. Paul S. Williams a repris imperturbable le fil de son discours. And it simply expresses, despite things that you and I may have to experience in our day-to-day efforts. Cette action, a ajouté le jeune député vert, n'est qu'un avant-goût de ce que nous allons faire en automne. Quant au général Williams, il n'aura que ces mots. Je ne pense pas que dans ma position, je puisse faire des commentaires, vous ne trouvez pas ? En tout cas, du flegme de part et d'autre. Que faire de vos enfants en vacances? C'est une question que se posent souvent des parents harassés. Alors, si vous passez vos vacances dans la région de Nice, Jean-Jacques Dufour a découvert pour vous un endroit très couru, une boîte de nuit pour enfants. Ces chaussures sur le macadam ne sont pas le signe que nous allons rentrer dans une mosquée, mais dans un endroit assez original qui est fait pour les enfants et où en principe on danse et où on saute. Dans cet endroit encore mystérieux pour vous, on peut faire entrer 300 enfants à l'heure, 2400 par journée de 8 heures. Monique Blanc et Jean-Robert Morgan, animateurs officiels de la ville de Nice depuis des années, ont eu l'idée d'adapter une invention qui, aux États-Unis, est utilisée par les adultes. Alors c'est un matelas de 70 mètres carrés sur coussin d'air, car le diamètre de cette bulle est de 9 mètres et elle monte à 6 mètres de hauteur. Dans le plafond se trouve une coupole d'où tombe la lumière psychédélique et la musique funky, disco, rock. Ça marche bien, les enfants aiment ça? Oh, ils en sont fous. On est d'ailleurs obligé d'être très vigilant pour permettre à de nouveaux enfants de sauter, sinon les mêmes resteraient toujours. C'est vraiment super, c'est nouveau et c'est génial. Il y a des tubes d'aujourd'hui, de hier, c'est super bien. Bien? Bien? Pourquoi? Pourquoi? Bah, parce qu'on n'arrête pas de sauter et tout. On peut s'amuser comme ça. Ce genre nouveau de discothèque est gratuit. Ce sont les municipalités qui payent lorsqu'elles veulent faire des animations dans leur ville. Cette structure gonflable, anti-inflammable, est installée en 90 minutes. Beaucoup plus de temps qu'il n'en faut pour s'épuiser à l'intérieur. Une bonne initiation à l'aérobic des grands.
Bernard Hinault va bientôt pouvoir sauter, lui aussi. Au lendemain de son opération du genou, le coureur a tenu une conférence de presse ce matin à Lannion. Il a précisé que l'opération de son genou s'était bien passée, qu'il pourrait bientôt reprendre l'entraînement et il a affirmé tout net qu'il n'avait pas fini de gagner. Je pense qu'à partir du moment où il y a beaucoup de gens qui ont dit Hinault c'est fini, j'essaierai de leur démontrer que c'est pas vrai, que j'ai encore quelques réserves dans mon corps, je vais faire des choix bien précis et qui sont pour moi de belles courses. C'est-à-dire quelques classiques et puis un grand tour, 2 grands tours. Et comme ça, je pense que quelques critériums pour le public et on doit arriver à 100 jours de course. Rapidement, les résultats du quartet qui s'est couru aujourd'hui à Deauville. Si vous avez joué le 3, le 5, le 6 et le 19, vos 5 francs placés dans l'ordre vous rapportent plus de 20 000 francs et dans un ordre différent, un peu moins de 1200 francs. Et maintenant, le temps demain, Brigitte Simonetta. Bien, la fraîcheur, c'est fini et l'été se réinstalle. Nous l'appellerons donc l'été numéro 2. Et peut-être allez-vous voir sur la photo satellite. Oui, vous allez voir, non. Oui, vous allez voir à quel point la France a changé de visage, car c'est l'anticyclone qui s'étend sur notre pays. Ce qui nous donne comme tendance pour demain les derniers nuages qui seront localisés sur le nord-est. Partout ailleurs, un très beau temps, malgré des brumes matinales sur la Manche. Et les températures seront en hausse, allant de 19 degrés sur Cherbourg à 29 degrés sur la Corse. Demain, vendredi 5 août, le soleil se lèvera à 6h30. Il se couchera à 21h23, ce sera la Sainte-Abel. Et à 23h15, vous avez rendez-vous avec Isabelle Béchler pour notre édition de la nuit. Demain, 12h45, Noël ma mère. Et je vous retrouverai avec plaisir demain soir à 20h. Très bonne soirée.